Bonjour et bienvenue à vous, Patrick Caram. Bonjour Thomas Soto. Comment vous qualifiez ce qui se passe aux Antilles, à la Guadeloupe, en Martinique depuis 6 jours? Comment vous le qualifiez? C'est l'expression de malaise global. Vous savez qu'en 2009, j'ai eu à gérer cette crise quand j'étais délégué interministériel à l'époque de Nicolas Sarkozy. Oui. Et nous avions 20% de la population qui défilait dans les rues et qui exigeait des mesures contre la vie chère. Et donc c'est la suite de ça aujourd'hui? Alors, pas simplement Guadeloupe et Martinique. Vous savez que la Guyane, en 2018, s'est retrouvée dans la rue. Mayotte, de la même façon. Vous avez en fait des périodes où les gens expriment leur ras-le-bol. Vous savez, moi je suis né en Guadeloupe. Ma famille est installée en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, je vais en vacances chez mon père. Un jour sur 3, il a de l'eau. Ça veut dire 3 jours il n'a pas d'eau. 2 jours sur 3, il n'a pas d'eau. L'eau est coupée en pleine période de Covid. Ouais. Le taux de chômage est effroyable. Ça contraint les jeunes à partir. À mon époque, nous étions quelques pourcents à venir faire des études dans l'Hexagone et à y rester. Aujourd'hui, c'est le cas pour tous ceux qui ont été formés et 60% de ceux qui sont restés sur l'île, qui ont moins de 25 ans, sont au chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2009, les gouvernements successifs ont laissé pourrir la situation? C'est pas seulement depuis 2009. Nous avons effectivement une promesse non tenue de la départementalisation qui fait que nous sentons des Français entièrement à part. Il faut l'entendre. Oui, il y a une progression du niveau de vie. Oui, ça va mieux que si on nous compare aux territoires voisins. Mais il y a un malaise parce que le compte n'y est pas de la République. Nous sommes très loin en termes de revenus par habitant, très loin de ce qui se fait dans l'Hexagone. Un exemple, vous avez aujourd'hui la crise Covid qui impacte toutes les entreprises. Et avec ce qui se passe là, ça ne va pas s'améliorer. Le tourisme va continuer à couler. Eh bien, cette crise Covid, aujourd'hui, n'a pas permis aux entreprises de survivre. Pourquoi? Beaucoup d'entreprises ont des dettes sociales. Aucune aide de l'État. Aucune aide de l'État dès que vous avez 1 euro de dette sociale ou fiscale, contrairement à ce qui se passait ici. Deuxièmement, vous avez beaucoup de travail au noir. Le travail au noir, c'est aussi la façon que la société guadeloupéenne a de contourner certaines rigidités. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été indemnisés, ils n'étaient pas pris en compte. Donc beaucoup de paupérisation, beaucoup de pauvreté, beaucoup de désespérance sociale pendant cette période Covid sur les territoires d'outre-mer. Donc quand Jean Castex dit simplement un prétexte à la violence, comme il a dit jeudi soir, il se trompe, c'est pas le bon diagnostic, c'est pas simplement un problème de délinquance, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, il faut être très clair. Il faut condamner ce qui se passe contre nos forces de l'ordre, de manière très claire. On a tiré à balles réelles en Martinique. Mais vous savez, on a brûlé Pointe-à-Pitre. La maison, ma sœur a failli brûler. Mais 4 voisins ont failli mourir grillés. C'est moi qui ai, vendredi, le feu a été mis à 2h17 du matin. La police secours ne répondait pas. C'est moi qui ai alerté le Premier ministre sur son portable et le ministre des Outre-mer pour dire rue de Nausière, l'adresse, voilà ce qui se passe. Et le sujet, si vous voulez, c'est que cette violence-là, c'est pas la violence des manifestants. Là, il faut qu'on se dise les choses. Ils ont pillé une bijouterie, ils ont mis le feu, ils auraient pu faire cramer Pointe-à-Pitre. C'est la violence d'un certain nombre de voyous de quartier, parfois armés, qui, eux, profitent de ce chaos-là pour voler. Après, vous avez des jeunes. Il y a les voyous et puis il y a aussi l'exaspération légitime. Il y a 2 choses différentes. Il y a 3 choses. Il y a les voyous. Ceux qui ont cambriolé la douane, vous savez, ils ont brûlé, ils sont rentrés, ils ont été chercher des armes lourdes de guerre. Ceux-là, vous croyez que c'est les habitants, vous croyez que c'est les manifestants? Non. Les jeunes aujourd'hui sont comme dans une cocotte minute. Nous n'avons pas l'habitude de rester dans notre maison. Pendant le confinement, on les a confinés. Ouais. On les a confinés. Donc c'est une cocotte minute aujourd'hui qui s'exprime. Et ils sont comme dans des phénomènes de bande, dans du suivisme. Et ça, il faut qu'on réponde à ça. Il y a le désespoir social et il y a cette souffrance qui s'exprime. La violence est inacceptable, mais il faut entendre aussi qu'on a délégitimé les élus. Quand vous avez des élus qui, depuis le début, vous disent « attention, écoutons la population, attention, écoutons les soignants ». Alors, pour info, les soignants, aujourd'hui, 85-90% des soignants sont vaccinés. Ce n'est pas le cas des sapeurs-pompiers. Et ce n'est pas le cas de la population générale. Et la population, c'est un tiers, voilà. C'est un tiers à peu près. Eh bien, quand ils vous disent attention, essayons d'avoir une campagne de proximité, essayons de mettre en place des outils, et que vous avez l'ARS dans les 3 territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, où je suis allé remettre des lits en réa pour la région Île-de-France et Valérie Pécresse, et qui vous disent, les responsables de ces territoires-là, l'ARS ne nous écoute pas, nous méprise, qu'on entend les communiqués de l'ARS qui sont extrêmement infantilisants pour les populations, ne vous étonnez pas qu'après, les élus soient délégitimés et que vous n'ayez plus de médiateurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la métropole a encore un regard colonialiste sur ces régions-là? Non, je pense que c'est un regard lointain.
ceux qui viennent des hauts fonctionnaires qui sont là, parfois, comme ils sont loin du pouvoir central, ben, ils se sentent autorisés à prendre plus de liberté, moins de respect avec les politiques. Harry Chalus, qui est le président de région et macroniste, c'est grâce à lui que Macron est sorti en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Harry Chalus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais personne ne m'écoute. Quand j'étais en Guadeloupe, il dénonçait avec moi, nous étions ensemble dans une conférence de presse en août, pour dénoncer l'autisme de l'ARS et de la directrice de l'ARS. Vous voyez donc bien qu'il y a un problème. Ce dialogue et cette espèce de délégitimation des pouvoirs politiques est grave. Et je vais vous dire pourquoi c'est grave, juste au mot Thomas Soto dessus, c'est que la population dit, ouais, nos élus ne servent à rien. C'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'ils ne sont pas écoutés, c'est qu'on ne les entend pas. Et quand vous faites ça aujourd'hui, vous n'avez personne après pour vous aider à régler les problèmes sur le terrain. Le ministre de l'Outre-mer, des Outre-mer, Sébastien Lecornu, était ici même hier matin. Il n'est pas sur place. Est-ce que c'est une faute politique ? Bon, on se dit la vérité. Moi, je ne veux pas être politiquement correct. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y aille pour l'instant. J'ai entendu ce qu'a dit Harry Chalus et je le soutiens. Mais on a eu à gérer ça, je vais vous le dire, on a eu à gérer ça en 2009. Et s'il va trop tôt, quelle parole va-t-il porter? C'est un fusible, le ministre des Outre-mer. Il faut qu'il soit capable d'arrêter le conflit quand il y va. S'il va trop tôt et qu'il n'est pas écouté, que les violences continuent, eh bien, vous n'avez pas de fusible à part le président de la République. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va faire. Encore il faut y aller quand il aura quelque chose à dire. Le jour où il y va, c'est effectivement le jour où on voit un début de solution. En attendant, il faut que les élus locaux, le président du conseil régional, les parlementaires, les maires, puissent être mis en première ligne et surtout légitimés par des actions publiques. Donc pas forcément y aller tout de suite, mais écouter ce que les gens sur place ont à dire. Oui, dernière très question. Clairement. Attendez, Darmanin fait une erreur. Quand il dit il faut qu'il y ait le calme avant le dialogue, c'est une erreur. Il faut envoyer les forces de l'ordre totalement favorables, mais il faut en même temps ouvrir un dialogue. On ne règle pas un conflit qui prend sa source dans un malaise social. Eh bien, on ne le règle pas par le bruit des bottes. Ça n'est pas possible. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Dernière question. Oui, j'ai peur. Je vous dis la vérité. J'ai peur pour ma ville. Moi, déjà, cette nuit du vendredi, ma sœur pleurait. Mes voisins m'appelaient en me disant « mais fais quelque chose, appelle le ministre, fais quelque chose ». J'ai peur parce que je sens que c'est beaucoup plus dur que 2009. 2009, c'est très encadré par le LKP. Quand ils voulaient nous mettre la pression, eh bien, ils sortaient des barrages, les jeunes se mettaient à casser et à brûler, il y a eu un mort, et on revient à la table de négociation, tout s'arrête. Ils étaient capables de contrôler la rue. Qui contrôle la rue aujourd'hui? Personne. Domota, comme les autres, plus personne ne contrôle la rue. Merci Patrick Caram. Évidemment, ce n'est pas facile pour tous ceux qui n'ont pas le numéro des ministres. Et si on en est là pour pouvoir régler la situation, ça devient compliqué. Merci à vous d'être venu dans Télématin.